Là, Monsieur Bateau, l'aspect ethnique, c'est juste pour sourire, mais vous avez constaté, j'ai une maîtrise, je vends des œufs. Et je continue de vous dire vraiment avec insistance que vous avez formé des gens qui ont des maîtrises et qui ne sont pas utilisés du tout. Oui, monsieur. Parce que ce serait difficile de vous dédouaner, ce serait difficile de dire que ce n'est pas votre faute, que c'est la faute à l'entreprise. Non, monsieur Fofana, on ne va pas se dédouaner. Le diagnostic, il est vrai, puisque ce sont des Ivoiriens qui vivent cette situation et qui le disent. C'est vrai. Mais nous le savons aussi. C'est pour cela que je voudrais revenir tout à l'heure sur quelque chose que vous avez dit en parlant de l'entreprise qui n'aurait pas de responsabilité sociale. Je voudrais dire qu'il faut féliciter l'entreprise ivoirienne. Le secteur privé ivoirien, il faut le féliciter pour s'être engagé avec nous par convention. Oui, M. Boitou, excusez-moi. Oui, j'arrive. Excusez-moi, je suis obligé de le dire très franchement. Oui. Vous avez des diplômés qui n'ont pas de travail. Oui, c'est véritablement cela. Que faites-vous? Que fait l'entreprise? Oui, c'est ce que c'est là où je vais en arriver. J'ai dit, le secteur privé s'est engagé avec nous par convention pour participer à la formation des jeunes Ivoiriens. Ce sont des démarches qui sont bien comprises dans les pays développés. Mais surtout dans nos pays, l'entreprise n'est pas souvent réceptive. Et il faut féliciter l'entreprise ivoirienne qui est tout à fait réceptive en cela. Faut-il que je donne donc la parole à Maître Ouéga pour parler au nom de l'entreprise? Non, j'arrive. L'université, comme Maître Ouéga disait tout à l'heure, l'université n'était pas professionnalisée. C'est maintenant seulement que l'université se professionnalise. Évidemment, les formations qui sont faites sans viser un emploi précis posent problème. Et à la formation professionnelle, ce que nous faisons, c'est finalement former en visant des emplois. Évidemment, lorsque ces formations-là seront adéquates par rapport aux besoins des entreprises, il faudra encore que la conjoncture économique soit favorable aussi. Très bien. Maître Ouéga. Oui. Alors, je ne voudrais pas qu'on parte d'ici en disant que les entreprises n'ont pas de responsabilité sociale. Je voudrais rappeler tout simplement que les entreprises sont les premiers pourvoyeurs d'emplois en Côte d'Ivoire. Donc, la fonction publique, on l'a indiqué, c'est 150 000 salariés. Peut-être qu'on vous en demande trop, c'est cela? Au secteur privé, moderne, on est au moins autour de 600 000 salariés. Les statistiques de la CNPS pour les salariés qui sont déclarés, en 2012, c'était 560 590 000 salariés du secteur privé déclarés. Donc, ça veut dire qu'on emploie 4 à 5 fois plus que dans la fonction publique. Donc, aujourd'hui, je crois que les pouvoirs publics l'ont compris, l'État l'a compris, en se disant que désormais, ceux qui sont pourvoyeurs d'emplois, c'est le secteur privé. Et l'État, justement, nous sommes en relation avec l'État, en partenariat avec l'État dans bien des domaines, et qui nous encourage donc à faire en sorte qu'on puisse mettre les jeunes au travail, qu'on puisse créer des emplois. Le reportage qu'on a vu tout à l'heure est assez édifiant. On le regrette tous d'avoir des jeunes titulaires de maîtrise et autres BTS qui soient encore au chômage. Mais on revient à la problématique de tout à l'heure, formée en fonction des besoins des entreprises. La première jeune fille, on ne sait pas exactement quelle est sa formation. Mais celle qui est intervenue après a fait un BTS de gestion des collectivités territoriales. Ça ne correspond pas à nos besoins. Il y a beaucoup de jeunes qui font des masters de géographie, de littérature, de philosophie, etc. On veut bien les employer, mais nous, on ne fait pas aussi de la philanthropie. On est créateur de richesse. Et parce qu'on est créateur de richesse, donc il faudrait qu'on gagne de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, c'est dans l'intérêt de l'État, parce que l'État perçoit des impôts. Donc,
ce qu'on a indiqué tout à l'heure, il faut que la formation, disons, réponde aux besoins du secteur privé. Tant que la formation répondra aux besoins du secteur privé, il y a une autre problématique à régler, c'est l'adéquation formation et emploi. On va former combien dans tel secteur, etc., même si cela répond aux besoins du secteur privé. Donc, le secteur privé doit occuper, je crois que les pouvoirs publics le comprennent, une place essentielle, je dis, dans le dispositif de création d'emplois. On peut arriver à une chose, pour y arriver vraiment et créer, nous avons un tissu de petites et moyennes entreprises. C'est peut-être ce tissu de petites et moyennes entreprises qui, dans tous les pays du monde, crée des emplois qu'il faudrait que les pouvoirs publics aident à réorganiser, à leur permettre d'accéder au crédit. C'est en le faisant que nous allons pouvoir donc créer des emplois. C'est en aidant donc ces petites et moyennes entreprises. Il y a des politiques qui consistent aussi, pour l'État, c'est peut-être là où le rôle de l'État, nous, enfin, on ne veut pas. Le rôle de l'État, c'est... On peut arriver à penser que les entreprises ne sont pas suffisamment accompagnées ou bien mal accompagnées, non? Les entreprises, non, pour créer des emplois, ce n'est pas forcément, disons, du seul fait des entreprises. Il faudrait que parfois l'État aide un peu, accompagne. C'est ce qu'on faisait par le passé, je crois qu'eux, ils le savent, c'est les politiques d'aide à l'emploi. Politique d'aide à l'emploi, l'État peut estimer à un moment donné, écoutez, on donne un coup de main aux entreprises. Si vous embauchez, on va réduire un tant soit peu vos impôts à payer. Si vous embauchez, nous, on est prêt à prendre des jeunes stagiaires, mais à condition que l'État dise, écoutez, nous, on prend en charge, comment vous les payez au SMIC, nous, État, on prend en charge le SMIC, et ensuite, vous, entreprise, vous leur donnez un complément. Mais au moins, ça permet de donner aux jeunes la possibilité d'avoir un pied à l'étrier. Donc ça, c'est important également. Ça, non seulement c'est important, mais c'est du concret. Monsieur le directeur général de l'AGEP, vous savez, lorsqu'on parle emploi, tout le monde a le regard tourné vers vous. Vous comprenez peut-être pourquoi. Mais oui, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une telle situation? Parce que voici des cas édifiants que nous venons de voir. Oui, c'est tout à fait des cas édifiants et des cas qui interpellent. Elle a dit c'est révoltant, oui, c'est vraiment révoltant. C'est vraiment révoltant. Elle a bien choisi le mot. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'idéal aurait été que, naturellement, la structuration, les réformes qui sont en cours aboutissent et qu'on soit dans une logique d'ajustement entre l'offre et la demande, avec toutes les compétences qui sont bien construites et qui répondent aux attentes des entreprises. Mais ça, c'est l'idéal. Maintenant, il se trouve que nous sommes dans une situation où il y a un stock de personnes, un stock de jeunes qu'il faut traiter, qui se trouvent dans ces situations de déshérence sociale, dans ces situations de sous-emploi, comme la dame là. Elle est vraiment dans une situation de sous-emploi ou de chômage avéré. Alors, au niveau de l'AGEP, l'Agence d'études de promotion de l'emploi, il y a que nous encourageons ces jeunes à d'abord s'inscrire, à se faire connaître, à se faire identifier. Il y a deux approches. D'abord, il y en a qui ne savent même pas chercher l'emploi. Il y a des techniques, il y a des ateliers pour apprendre à rechercher l'emploi. Comment se vendre sur le marché du travail. Il y en a qui sont bien outillés du point de vue compétences, mais qui ne peuvent pas franchir le cap de l'entretien parce qu'ils ne sont pas disposés. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour pouvoir franchir cet obstacle. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, Maître l'a indiqué, il y a un programme que nous avons conçu, qui est le programme d'aide à l'embauche. Ce programme permet justement d'accompagner ces primo-demandeurs d'emploi. Cette dame-là fait partie de tous ces jeunes qui rentrent pour la première fois sur le marché du travail et qui n'ont pas d'expérience. Et M. Ourak l'a indiqué également qu'au fond, les entreprises ne font pas forcément la philanthropie, mais il faut les aider à gagner de l'argent. Il faut les aider à croître. Parce que quand elles croissent, il faut les aider. Il faut aider les entreprises. Là, le message s'adresse à... Oui, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que faire en sorte que les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'expérience, parce qu'ils n'ont jamais travaillé, les aider à entrer dans des entreprises. Mais et que cela ne soit pas une charge ou un coût pour l'entreprise. Donc c'est une relation de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises et le service d'emploi public que nous sommes, et qui permet justement de mettre ces jeunes
en entreprise pour développer pendant une période, développer de l'expérience et expirer, être engagé. Il y a d'autres aspects qui sont derrière, qui sont des formations de requalification. Quand vous prenez cette dame qui a une MPTS en collectivité, gestion des collectivités territoriales, elle est dans une situation problématique. On peut bien l'amener dans un processus de formation, de reconversion, de requalification. On peut l'amener à changer carrément de compétences de manière à ce qu'elle soit plus opérationnelle sur le marché du travail. Il y a des exemples bien précis. Vous voulez qu'elle change de compétence? Oui, à travers des formations parce complémentaires. Parce que ce qu'elle a fait est inutilisable? Pas parce que c'est comme utilisable, formation, mais ça lui a donné quand même des prérequis. Ça lui a donné quand même une construction intellectuelle. Mais il s'agit peut-être d'ajuster ou d'ajouter à cette formation-là un autre type de formation qui devient une formation complémentaire, mais qui la qualifie mieux pour le besoin de l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. En abandonnant celle-là, en prenant une dame qui a une licence en anglais. Licence en anglais, dans une entreprise, tout de suite, elle n'est pas vraiment opérationnelle, à moins que c'est une entreprise soit dans l'import-export, etc., qui a besoin qu'on parle d'anglais, ou etc. Cette dame-là peut être transformée en assistante bilingue. Elle est plus opérationnelle à travers une formation de courte durée, 3, 4, 5, 6 mois, en secrétariat. Et à partir de cet instant-là, elle est opérationnelle. Et elle devient véritablement efficace, performante pour l'entreprise. Donc ce sont des petites actions comme ça qui sont menées en direction de tous ceux qui ont eu des maîtrises en sciences éco, qu'on peut transformer, dont on peut ajuster les formations, les qualifications, peut-être sur quelque chose de précis, contrôleur de gestion ou gestionnaire des ressources humaines. Vous voyez, c'est quelque chose de plus précis qui parle aux entreprises. Quand on sort de l'université, c'est des formations généralistes. L'entreprise veut avancer très rapidement, veut faire des résultats, donc a besoin de gens qui sont opérationnels. Et nous sommes là pour accompagner ces jeunes, et nous sommes là pour accompagner les entreprises aussi, pour qu'il y ait cet appariement qui puisse se faire pour favoriser justement la mise oui, monsieur le directeur général, c'est heureux l'exemple que vous donnez, mais c'est en même temps gênant de constater qu'on se donne autant de peine pour former quelqu'un avant de reconvertir. Pourquoi ne forme-t-on pas directement des personnes opérationnelles, former des personnes pour aller en entreprise directement? Oui, je voudrais quand même reprendre la parole avant que le directeur de l'emploi. Je l'ai dit d'entrée, que l'idéal aurait été que cet ajustement soit fait à travers les réformes qui sont aujourd'hui engagées, qui vont donner des fruits. Mais il se trouve que nous sommes dans une situation où il y a un stock qui est là, qu'il faut traiter. C'est cela la question. Ceux qui sont là, qui n'ont pas pu bénéficier des fruits de ces réformes, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour ceux-là, il y a des modalités de reconstruction de leur parcours professionnel pour les adapter aux besoins de l'entreprise. Et je peux vous dire qu'il y a des résultats intéressants et beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment ont bénéficié de ce genre de passerelles, de ce genre de dispositifs et qui sont aujourd'hui en plein emploi dans des entreprises. Il y a des formations aussi qui doivent disparaître parce que visiblement on n'en a pas besoin. Oui, ça c'est clair, parce qu'à un moment donné, et c'est pour cela que ces réformes sont toujours fondamentales. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, nous avons initié un certain nombre d'études dans des filières économiques. Des études, par exemple, dans les petites et moyennes entreprises, en lien avec la Confédération des entreprises, la Fédération des petites et moyennes entreprises, des études pour pouvoir connaître les besoins en emploi-qualification dans ces secteurs. Des études également sont actuellement en cours, dont les résultats vont bientôt être donnés dans le secteur moderne privé. Ça permettra également d'avoir une visibilité claire et nette sur les besoins en emploi-qualification dans ce secteur. Il en est de même également une étude qui est engagée dans le secteur des mines. Nous avons été confrontés à des situations récurrentes où des entreprises du secteur se sont adressées à nous et nous n'avons pas trouvé des compétences pour répondre à leurs attentes. Et donc, nous avons jugé bon, en lien avec la coopération française qui finance cette étude-là, de manière à ce que nous puissions avoir une visibilité dans ce secteur et de pouvoir donner les informations nécessaires pour que les constructions soient faites au niveau des différents systèmes éducatifs et du système de formation pour adapter la formation aux besoins. D'accord. Monsieur le directeur général de l'emploi, est-ce que quand on regarde aujourd'hui, on ne peut pas conclure qu'il y a trop de niches d'emploi non encore exploitées? Parce que c'est véritablement le cas.
Oui, oui, effectivement, l'économie ivoirienne présente un potentiel de création d'emplois assez important. Et donc, avant de revenir à cette question, j'aimerais donc, à la suite du DG de l'AGEP, indiquer que le gouvernement est vraiment conscient du drame que constitue l'emploi, le chômage du moins. On a un stock de chômeurs qui est très important. C'est pourquoi, depuis 2012, il est mis en œuvre, avec l'appui de la Banque mondiale, le programme de développement des compétences, le PGDEC, qui est un programme qui commence à faire déjà ses preuves. Le problème, c'est qu'on a un stock qui est important. Mais déjà, le PGDEC, je pense que au cours de vos émissions passées, on a dû voir également des jeunes qui ont témoigné, qui ont bénéficié donc de stages, de première expérience, d'apprentissage, tout ça dans le cadre du programme PGDEC. Et c'est un programme qui ira donc en puissance au cours de cette année 2013. Et en plus de ce programme-là, on a le programme Défi Jeunes. Le programme Défi Jeunes dans le cadre du contrat de désendettement et développement qui comporte une composante emploi où on a une cible de 20 000 jeunes à atteindre. Et c'est des programmes d'aide à l'embauche, c'est des programmes d'apprentissage, c'est des chantiers écoles, et tout ça pour permettre donc aux jeunes qui n'ont pas pu bénéficier d'une première expérience au niveau de l'entreprise, aux jeunes qui n'ont pas eu la possibilité donc d'apporter donc leur pied à l'édifice de construction de ce pays-là, donc de pouvoir donc avoir l'opportunité de le faire. Et également, je vous indiquais à l'entame de mes propos un certain nombre de réformes. C'est vrai, les réformes sont en cours, mais les réformes, c'est quelque chose de durable qui s'inscrit donc dans la durée. Au niveau du Code du travail, par exemple, il y a tout un mécanisme innovant qui est prévu. Il y a des contrats qui seront maintenant des contrats de stage pour permettre donc à ceux qui sont sortis diplômés, qui ont besoin de cette expérience pour valider leur diplôme, déjà tout cela sera maintenant encadré. Donc je pense qu'il y a quand même de l'action au niveau gouvernemental. Et en ce qui concerne même l'auto-emploi, vous avez vu le Fonds national de la jeunesse qui a été redynamisé, qui a été doté en fonds pour financer déjà l'auto-emploi et donc les initiatives privées. Il y a également le Fonds Femmes qui est également opérationnel, qui donc offre la possibilité aux femmes de pouvoir donc s'installer et déjà de s'inscrire dans une démarche d'auto-emploi, étant entendu qu'il a été prouvé que les femmes là sont celles-là même qui, de par leur capacité de gestion, permettent donc de pouvoir donc sécuriser les ressources qui sont mises à disposition. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en cours et comme je l'indiquais en 2013, dans les prochains mois, ces effets-là seront perspectives parce que nous monterons en puissance avec les différents programmes qui sont déjà en cours, ceux qui viendront en appui à ceux qui sont prévus. Et également, je peux vous indiquer que l'emploi, ce n'est pas vraiment l'exclusivité du ministère de l'Emploi ni du gouvernement. On a toute une diversité d'acteurs qui interviennent. Je peux vous dire que... Il n'y a pas trop d'acteurs, justement. Oui, laisse-moi continuer, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de son rôle de coordination et de pilotage de l'ensemble des initiatives, et donc, le ministre d'État le ministre d'État Somoussa a initié une opération de cartographie des initiatives d'emploi. Il s'agit de faire un état des lieux, parce que le problème, c'est ça. C'est déjà fait. Il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs acteurs, finalement, on ne sait pas, on n'a pas l'information sur ce qui est fait sur l'étendue du territoire. Donc, cette opération a été lancée en janvier. En 3 semaines, il y a eu cette opération d'identification et de recensement qui a permis d'identifier et de recenser 1354 initiatives. Et sur ces 1354 initiatives, environ plus de 400 ont été jugées pertinentes par rapport à certains critères d'évaluation. Et ces 400 sont portés par une centaine de promoteurs avec un potentiel de création d'emplois d'effectifs cibles d'environ 2,9 millions. Il s'agit du potentiel de populations jeunes qui peuvent être donc atteints par ces programmes-là. Donc, il y a pas mal de programmes. Il y a des programmes de formation, d'insertion, formation et des programmes d'emploi. Et à ce niveau-là, la seconde étape de cette opération-là, il s'agira de nous assurer de l'effectivité de ces initiatives et de nous assurer qu'effectivement, ces initiatives-là se sont concrétisées par la création d'emplois. Et au besoin, nous allons déployer tous les dispositifs d'accompagnement au profit donc de ces promoteurs
de sorte qu'on puisse assurer que ce qui est fixé comme objectif soit effectivement atteint. Là c'est du long terme. Ce n'est pas du long terme, je vous parle de quelque chose qui se fait maintenant. La semaine passée, le jeudi dernier, le ministre d'État, Dosso Moussa, a installé le comité emploi qui donc aura ce rôle-là de suivi de tout ce qui sera fait sur le terrain. Il a également lancé l'opération les missions de terrain pour donc assurer un accompagnement des promoteurs qui portent des projets qui sont créateurs d'emplois. D'accord. Alors, la formation a été longtemps présentée comme la cause du chômage et du sous-emploi en Côte d'Ivoire. Pour ne pas continuer à fabriquer des chômeurs, des réformes ont été entreprises, notamment l'adoption du système LMD. Mais apparemment, le seul système LMD ne peut être la solution à l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous restons encore avec Victorine Yaouyebo pour voir cet élément. L'année 2012 a été marquée par un événement majeur dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. La réhabilitation des universités du pays à plus de 100 milliards de francs CFA. Le nouveau cadre propice aux études et l'adoption du système LMD, licence master doctorat, ont attiré anciens et nouveaux étudiants, leur ouvrant ainsi des perspectives nouvelles. Et il n'y a pas de meilleure perspective que l'emploi. Déjà, certains ont la tête pleine d'idées. Je suis en deuxième année d'espagnol. Après cette formation au niveau de l'université, comme option, j'aimerais choisir l'enseignement. Puisque ceux qui font la langue au niveau de l'université, le débouché, c'est l'enseignement. Vous êtes combien dans votre salle? Nous sommes au nombre de 275 étudiants. Après la formation, je compte devenir dans la vie un communicologue, comme on le dit, m'insérer dans le tissu social et économique. Voilà, parce que j'aime bien ce secteur. Après la formation en sociologie ici, je vais me spécialiser en sociologie de l'économie économique pour devenir un sociologue. Après le cours, je compte présenter le concours de l'ENS, puis aller à la fonction publique, voilà, pour pouvoir enseigner la philosophie. Je vais me spécialiser en sociologie de la communication pour pouvoir aller un peu dans le métier de journalisme aussi, parce que c'est un secteur que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup d'idoles dans ce métier-là. Pour les spécialistes de l'emploi, c'est une autre réalité, l'insertion professionnelle. La formation telle qu'elle est donnée à l'université donne les bases fondamentales pour pouvoir s'adapter à toutes les situations nouvelles. Mais le problème aussi, ceux mêmes qui font les emplois, qui créent les emplois, il faudrait qu'ils sachent aussi quel est le type de profil qu'ils veulent. Une fois, je m'amusais à voir dans les offres d'emploi le profil demandé. Aujourd'hui, vous savez, il y a des sociétés qui vous disent « j'ai besoin d'un standardiste qui connaisse l'Internet, l'ordinateur, qui parle anglais, qui parle espagnol. » Vous voyez qu'en un seul individu, il veut un homme orchestre. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce profil-là est difficile à établir. Parce que même les employeurs ne peuvent pas décrire le profil type qu'ils veulent dans leurs entreprises. Ça, c'est le premier problème. Maintenant, le second problème, et ça, je m'attaque au système de formation à l'université. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous ces problèmes-là, mais les pays anglophones ont compris le système. Les étudiants, quand ils finissent leur diplôme, pour eux, ce n'est pas d'être fonctionnaire. Ce n'est pas leur souci majeur. Passer concours pour devenir, non, ce n'est pas ça. I do my own business. Je vais faire moi-même ma propre affaire. Alors, ça veut dire que déjà l'université les forme à prendre des risques, à innover. Mais si à l'université, on ouvrait cette branche-là d'élaboration de projets, de création d'emplois pour le goût du risque, je pense que le problème ne se poserait pas. On n'irait pas s'agglutiner aux portes des fonctions publiques et des différents concours par-ci, par-là. Et puis, normalement, je crois que ça, nous aussi, nous avons quand même notre petit ménage à faire. Bon, les gens pensent que le système LMD est une panacée, mais je dis non. Le système LMD est un système qui ne vaut que par les gens qui vont mettre le système en place. Si les gens ne sont pas convaincus, le système est mort déjà. L'inadéquation formation-emploi est donc toujours d'actualité en Côte d'Ivoire.
Monsieur Gbato, vous êtes interpellé. On forme des personnes. Pour l'embauche, on a besoin que ces personnes aient en même temps plusieurs formations au fond d'elles, ce qui n'a pas été fait au commencement. C'est toujours cela, l'inadéquation formation-emploi. Et on commence par dire que ces personnes-là ne sont pas bien formées. Oui, monsieur... Elles ne sont pas bien formées. En plus, aucun emploi les attend. Oui. L'inadéquation, formation, emploi. Vous voyez, ça recouvre plusieurs réalités. Un, parce que les formations n'ont pas souvent visé les secteurs d'emploi. Si on a formé massivement dans des secteurs sans issue, il est évident qu'à la sortie, tout le monde ne peut pas être ceci ou cela. Alors, qu'est-ce que nous entreprenons dans la réforme que nous sommes de faire? C'est d'abord surprenant que vous n'ayez pas perçu cela, former des personnes dans le domaine où on sait très bien que ces personnes ne seront pas utilisées. Où était le problème? Ah si. Si, nous en sommes C'est vous qui formez? C'est nous qui formons. Oui. Mais c'est parce que ce diagnostic a été fait que depuis 2009, nous sommes engagés dans une réforme. Ce diagnostic a été fait, il est partagé. Et c'est pour cela que la réforme a été rendue nécessaire. Donc, la réforme va viser à faire en sorte que les formations se déploient dans des secteurs qu'on a souvent ignorés. M. de Viga disait tout à l'heure, les PME par exemple, le secteur rural par exemple. Nous sommes ivoiriens, en Côte d'Ivoire, un pays agricole où généralement nous n'avons pas formé massivement dans l'agriculture. Et pourtant, ce secteur regorge d'énormes potentialités d'emploi. On peut citer beaucoup d'autres secteurs. Mais aussi parce que l'organisation en place ne permet pas souvent aux demandeurs de formation, je dis bien demandeurs de formation, de s'intéresser au secteur, parce qu'ils n'ont pas d'information. La réforme vise aussi à faire en sorte que nous ayons l'information totale qui permette aux uns et aux autres de bien choisir. C'est le sens de notre partenariat avec le secteur privé. Avec le secteur privé. Avec le secteur privé. Parce qu'en dehors de cette démarche, il va être difficile de tenter de réaliser l'adéquation emploi-formation. Vous avez aussi suivi cet élément filmé. L'enseignant-chercheur que vous avez écouté, il a dit très clairement, il dit, notre formation est plus théorique que pratique en Côte d'Ivoire. Et il a pris l'exemple des anglo-saxons. Oui. Vous partagez cet avis-là, non? On forme des personnes qui ne sont pas opérationnelles tout de suite. Oui, vous savez, les formations par le passé, quand l'entreprise recrute quelqu'un avec un diplôme donné, ce diplôme est censé recouvrir toutes les compétences possibles, toutes les qualifications qu'il faut. On se rendait compte que le diplôme ne recouvre pas souvent toutes les qualifications. Quand vous présentez dans une entreprise avec votre diplôme, on vous demande, mais qu'est-ce que vous savez faire? Quelles sont vos compétences? C'est pour cela que notre réforme va faire en sorte aujourd'hui qu'on développe plus les compétences dont l'entreprise a besoin que les qualifications qui étaient visées par le diplôme auparavant. La compétence, c'est quoi? C'est qu'à l'école, on apprenne à développer, à utiliser toutes les connaissances nécessaires. Vous avez les connaissances que nous avons, il faut pouvoir les traduire en action. C'est ça l'approche par la compétence. Mais les compétences, ce n'est pas ce qui manque, mais les compétences ne sont pas certifiées. On a plutôt des diplômes justes. Ah, oui, mais c'est ce qui est fait jusqu'à présent. C'est ce qui est fait jusqu'à présent. On n'a pas encore commencé l'approche par la compétence. C'est cette réforme
qui va le faire. Et cette approche par la compétence commence par quoi? C'est tout un processus. On commence par étudier les besoins des entreprises. On connaît des métiers. On définit des métiers en termes de référentiel métier, compétences. Une fois ceci su, alors on élabore les curricula qui permettent donc de développer ces compétences-là. Mais des jeunes gens formés dans ce sens-là, ils vont forcément avoir des compétences que l'entreprise demande. Cela, vous le faites en collaboration avec le privé? C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous sommes en train d'élaborer tous les outils pour que nous soyons aptes à le faire. Mais vous savez, ces genres de réformes doivent s'inscrire dans la durée. Les petites réformettes qui peuvent se faire de façon rapide ne donnent pas souvent de résultats escomptés. Ça s'inscrit dans la durée. Voilà, Maître Ouéga. Non, je crois que je vais intervenir par rapport donc... Vous avez été interpellé. On a été interpellé. Je crois que de ce qu'il a indiqué, il a dit, on retient deux choses. Bon, l'une qui est vraie, l'autre qui n'est pas tout à fait vraie, qui n'est pas du tout vraie. Ce qui n'est pas vrai, on retient deux choses. Le profil. Les entreprises sont en mesure de déterminer le profil dont ils ont besoin. Le fait d'exiger ou de demander que des collaborateurs maîtrisent l'anglais ou l'espagnol, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue aujourd'hui qu'on est dans la mondialisation. On est en concurrence avec des entreprises de par le monde. Des entreprises chinoises, des entreprises américaines, des entreprises vietnamiennes, des entreprises ghanéennes, etc. On a des clients qui sont anglo-saxons, des clients qui sont espagnols. Et aujourd'hui, à la limite même, lorsque on ne maîtrise pas 2 ou 3 langues, on est presque, entre guillemets, presque un ignorant aujourd'hui. Donc, on a besoin de définir, on sait exactement ce dont nous avons besoin. Et c'est-à-dire qu'il faut amener les jeunes, aujourd'hui, non pas seulement à maîtriser le français, mais à apprendre une deuxième ou une troisième langue. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui est totalement exact, c'est qu'on a une université, enfin, on a un mode de fonctionnement, une université qui forme des demandeurs d'emploi. Des gens qui font, comme on le dit de manière terre à terre, du gel-honneur. On n'a pas des universités, des écoles, souvent, qui forment des créateurs d'entreprises. Et c'est ce qui nous manque. Il faut qu'on arrive à inverser la tendance et qu'on arrive aujourd'hui à former des jeunes, à apprendre à des jeunes à prendre des risques. Hein, des jeunes qui seront plutôt des créateurs d'emplois demain, des chefs d'entreprise et des capitaines d'industrie. Vous avez vu, si vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a 30 ans, on n'aurait jamais pensé qu'un Ivoirien serait propriétaire d'une banque, propriétaire de compagnie d'assurance, propriétaire d'industrie. Ça arrive. Les choses évoluent, les choses changent. Ce sont des capitaines d'industrie qui créent 600 emplois, 800 emplois, 1000 emplois, etc. Il faudrait qu'on en arrive là. C'est de cette façon seulement qu'on va résoudre le problème du chômage. Le problème du chômage ne se résout pas uniquement par la formation. La formation en elle-même ne résout pas le chômage. Il faut aller au-delà. Il faut donc former des créateurs d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle le système LMD est un assez bon système. Il est bon parce que ce système permet d'allier la théorie à la pratique. Mais en amont, il faudrait qu'on ait des entreprises qui puissent absorber les jeunes, qui puissent offrir des stages aux jeunes qui ont évolué dans ce système. Et c'est la raison pour laquelle nous nous demandons, pas qu'on demande à l'État de nous aider, non, on n'est pas là pour demander. Bien au contraire, c'est nous qui, par nos impôts, collectons l'impôt pour l'État. Mais on demande simplement à l'État de redistribuer un tant soit peu cet impôt collecté. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est d'aider les PME à se restructurer, à être de très bonnes petites entreprises, de manière à ce que véritablement ces PME jouent leur rôle de créateurs d'entreprises. Ce sont elles qui créent des entreprises. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Vous voulez beaucoup d'entrepreneurs. Monsieur le directeur général de l'emploi. On veut plus d'entrepreneurs que des demandeurs d'emploi. Vous voyez vous-même, les formations ne sont pas forcément adaptées aux besoins des entreprises. On a beau être généreux, beau être patriote,
mais on a ces ne fait limites pas de la toujours. philanthropie. Nous sommes totalement d'accord. Monsieur le directeur de l'emploi, est-ce qu'il va vous arriver un jour de demander aux entreprises, par exemple, de former leurs hommes, entre guillemets, depuis l'école primaire, le collège, le supérieur, comme certaines entreprises que je n'ai pas envie de citer ailleurs, des produits maison, véritablement? Est-ce que c'est utopique aujourd'hui de penser à ça dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne sais pas, hein, c'est vous qui vous projetez. Former, de prendre... Oui, certaines entreprises ailleurs forment des personnes qui sont sur place, vivent sur place, la famille est sur place. Oui, je pense que c'est également lié à une philosophie économique. Hein. Vous voyez, je pense que vous parlez certainement des pays d'Asie, où il y a tout un système intégré au niveau de l'entreprise qui prend en charge l'étudiant depuis son cursus jusqu'à ce qu'il soit intégré dans l'entreprise, ainsi qu'également l'ensemble de sa famille. Mais je pense que... Ou bien vous pensez que l'africanus économicus ne nous permet pas de le faire? Je pense que chaque peuple a ses réalités. Et nous sommes dans un monde, nous sommes dans un espace mondialisé où nous prenons ce qui constitue une force pour les autres et nous essayons de réduire au maximum nos faiblesses. Ceci dit, je pense que le représentant de la SOGECI, il a indiqué le potentiel de création d'emplois, c'est surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Voilà, vous avez un secteur privé, un secteur moderne qui comprend le secteur public et le secteur privé, qui a une certaine taille qui ne permet pas d'absorber l'ensemble de demandeurs d'emploi. Et donc, il faudrait que nos jeunes puissent s'inscrire maintenant, soient capables de créer des emplois, soient capables d'entreprendre, qu'on ait également des success stories comme ce qui se voit dans les pays développés, des jeunes qui sont capables de créer une entreprise, de la gérer et de maintenir le cap et de produire des exemples pour les générations futures. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises au niveau du secteur informel. Le rapport de la Banque mondiale, le dernier rapport sur l'emploi, indiquait que ce secteur-là était pourvoyeur d'emploi. Il était pourvoyeur d'emploi et ce secteur-là, s'il était véritablement accompagné avec un minimum de formation, d'encadrement en termes d'amélioration de l'employabilité de ceux qui y exercent, on aurait des effets exceptionnels en termes d'amélioration de la productivité et même en termes de contribution à la création de la richesse. Donc c'est un secteur qui est à prendre au sérieux, qui est accompagné de sorte qu'on puisse formaliser, entre guillemets, mais pas obligé. Oui, à vue d'œil, même il est surdimensionné ce secteur-là. Oui, mais c'est une caractéristique des pays en voie de développement de la taille économique comme la Côte d'Ivoire. Ce qui caractérise les pays sous-développés, c'est le dimensionnement au niveau du secteur informel. 85 à 90%. Il prend de l'ampleur au fil du temps, le secteur informel chez nous. Je pense, plus on a cette dynamique de croissance économique forte, les consommateurs qui deviennent plus exigeants, ceux qui opèrent dans le secteur informel sont obligés de se conformer aux exigences des consommateurs et finalement sont obligés de migrer vers le secteur formel. Donc je pense que ça se fait de manière naturelle. Il ne s'agit pas de contraindre ceux qui opèrent dans le secteur informel à migrer vers le secteur formel, mais de manière naturelle, la dynamique se fera. Alors, la dernière question qui s'adresse à M. Bato et M. le directeur général de l'AGEP, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui du découpage administratif de la formation? Pourquoi, par exemple, une zone qui produit de l'anacarde au nord ne formerait pas des spécialistes en la matière là-bas, une zone qui produit, voilà, ainsi de suite? Est-ce que... Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais... Oui, là, vous n'avez plus qu'une minute pour répondre à cette question. Oui, je disais que nous, à la formation professionnelle, on ne souhaiterait pas que les entreprises forment leur personnel sur le tas. Ce serait la faillite du système de formation professionnelle. En même temps, ce sera un moyen de renchérir les coûts de production des entreprises. Nous ne le souhaitons pas. Cependant, l'alternance est là. L'apprentissage est là. Pour revenir à votre question, le découpage, je ne sais pas si j'ai bien saisi. Le découpage administratif de l'emploi, par exemple à Korogo, où on produit de l'anacarde, pourquoi on ne formerait pas des spécialistes en la matière sur place? Oui, vous avez totalement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est la première fois que j'ai raison sur le plateau. Non, vous avez parfaitement raison. Et nous envisageons
un réseau de centres de formation professionnelle aux métiers agricoles, disséminés dans les régions, avec des potentialités régionales. Si vous allez à Korogo, par exemple, là-bas on pourrait ouvrir des formations à l'élevage, ou bien à la NACAD. Si vous allez à Boaké, Sakassou, voilà, on spécialise toutes les régions de façon selon à ce leur que potentialité agricole. Les populations ne se déplacent pas, monsieur le directeur général de l'AGEP. C'est un projet important que nous avons. Très bien. Sur la question? Oui, non, c'est très pertinent, absolument pertinent, parce que là, on est dans une logique de territorialisation, non seulement de l'emploi, mais de la formation. Donc, il s'agit d'articuler la formation ou l'emploi sur les potentialités économiques territoriales. Et là-dessus, ça me ramène tout de suite en souvenir, le ministre d'État, le ministre Dosso, insistait sur une instruction qu'il nous a donnée, de faire en sorte d'accompagner les jeunes créateurs d'activités. Parce que justement, le tout est dans cette logique-là, créateurs d'activités dans des filières économiques porteuses, dans des bassins d'emploi bien identifiés dans les différents territoires. Vous avez pris l'exemple de la NACAD, justement c'est l'exemple qu'il a pris, et pour faire en sorte que dans les territoires où des potentialités s'expriment, on articule les différentes actions, les politiques actives, des mesures actives d'insertion, d'accompagnement des jeunes qui veulent créer leur propre activité. En tout cas, merci pour tout. Nous avions sur ce plateau M. Dao Pierre Ange, qui est le directeur général de l'emploi, M. Maninga Bato, directeur général de la formation professionnelle, M. Philippe Kwakoundri, qui est le directeur général de l'AGEP, et Maître Wega Théodore, président de la commission sociale formation et emploi de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. La hausse du chômage est-elle liée au déficit de formation? Vous vous êtes fait une idée de la chose. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de notre émission Le Débat et très bonne soirée sur RTI 1.